Ce perso est cauchemardesque, mais vraiment. Eh bien, bienvenue à tous pour passer une mauvaise nuit. J'espère que vous regardez cette vidéo le soir. Si c'est pas le cas, mettez-la en pause. Revenez à 23h et faites play à 23h, ok? On fait comme ça. Personne ne va le faire. 3 histoires d'horreur vraies. Épisode 454, car le concept marche bien. J'ai lu pas mal d'histoires d'horreur ces derniers temps. Beaucoup. Je vous avoue, en plus, moi, ayant joué à des jeux d'horreur, je le rappelle, je suis pas forcément très sensible à certaines histoires. Donc, c'est compliqué de me faire vraiment flipper avec juste un texte écrit. Mais j'ai trouvé des choses très badantes. Il y a toujours une mécanique précisément qui me fait flipper, qui me donne des frissons et que je déteste. C'est la fameuse intrusion. Par intrusion, je veux dire intrusion chez quelqu'un. Donc quelqu'un qui vient chez toi alors que c'est chez toi et que tu sais pas qui c'est et il est là. Et cette mécanique là, ça me fait vraiment flipper. Il y a deux histoires qui traitent de ça et une autre qui traite d'autre chose d'encore plus badant. Bref, messieurs, dames, installez-vous confortablement dans votre lit, éteignez les lumières et allons-y. Et là, si j'étais un youtubeur stylé, il y aurait une intro dédiée à ce type de vidéo là. Première histoire très courte. Baptiste vit à New York, il habite au 2e étage d'un immeuble qui fait juste 3 étages. Il est donc au milieu. Ils ont un vide sanitaire qui connecte du coup ces 3 appartements entre eux. Petit schéma à l'appui. Approximatif. Il explique que ni lui ni ses voisins ne savent réellement pourquoi cette pièce existe et quel intérêt elle a finalement. Mais qu'en tout cas, aucun d'eux n'y va et aucun d'eux ne l'utilise. Vous sentez ? Le problème arrivé avec cette pièce, vous le sentez ou pas? Un soir, Baptiste rentre chez lui, il arrive dans son salon et il voit une femme debout sur son escalier de secours qui regarde par la fenêtre. On est à New York et à New York, il y a des escaliers issus de secours au cas où il y a un feu. Et du coup, quand tu empruntes ces escaliers, bah tu passes devant la fenêtre des gens quoi. Cette femme est donc là debout à regarder par la vitre et c'est quand même bizarre parce qu'il faisait encore jour et surtout comment elle a fait pour arriver sur ces escaliers de secours. En bas, vous savez, il y a une échelle sur un rail qui s'amène vers le sol et bref, elle a réussi à se démerder, elle est là, on sait pas trop comment. Mais on se doute que du coup, ses intentions ne sont pas incroyablement bienveillante. C'est le moins que nous puissions dire. Baptiste s'est jeté par terre et s'est mis à ramper pour atteindre son téléphone tout en regardant la femme qui était sur les escaliers et qui essayait de trouver un moyen d'ouvrir les fenêtres de Baptiste. Ça y est, j'ai peur, c'est officiel. Les petits regards derrière. Baptiste a enfin pu aller dans sa chambre pour choper son téléphone et pour appeler le propriétaire de l'appartement afin qu'ils appellent la police et qu'il y ait une enquête sur ça quoi. Après ça, Baptiste est retourné dans son salon pour voir si elle était encore là et non, aucun visuel. Mais d'un coup, il a entendu un gros bruit qui venait de son plafond. Il explique que son plafond, c'est un plafond fait en dalles de liège. Vous savez, c'est les trucs qu'on peut soulever et décaler. C'est les plafonds les moins rassurants du monde, qu'on se le dise. Après avoir entendu du bruit venir de là-haut, il a donc regardé ce qui se passait là d'où venait le bruit et il a vu une dalle se soulever, être décalée sur le côté et il a vu le reflet de la lumière dans ce qui s'apparentait à être 2 yeux dans le noir. Il y a vraiment des bruits, putain. Il explique alors qu'il a aucune idée de comment elle a fait pour atteindre le fameux vide sanitaire, mais qu'il a chopé un balai et qu'il a commencé à taper dans toutes les putains de dalles de son plafond. Et après un autre long moment, il a arrêté, il a compris qu'elle n'était plus là et il s'est décidé du coup à appeler lui-même la police et à leur dire de rappliquer en vitesse pour enquêter. Mais malheureusement, ça n'a rien donné. Les flics sont venus, ils ont checké les chambres, le salon, le vide sanitaire, le faux plafond, l'issue de secours et ça n'a rien donné. Mais Baptiste a eu des news quelques jours plus tard de la police puisqu'ils l'ont trouvé dans les escaliers de secours d'un autre appartement très proche de chez lui. Ils lui ont dit que c'était en fait une personne qui se droguait et qu'elle avait été extrêmement violente à leur égard quand ils ont voulu l'arrêter. Baptiste explique qu'il est bien content qu'elle ait été chopée, mais qu'il sait pas si c'était vraiment elle dans son faux plafond ou pas. Donc ça se trouve, la personne qui était dans son faux plafond est toujours en totale liberté. Yes! C'est bon, vous êtes prêts à passer aux vraies histoires terribles maintenant? Vous êtes sûr que vous êtes prêts? Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. On y va. Lucie a rencontré, comme beaucoup de filles, un mec sur Tinder qui lui plaît. Ils se sont parlé pendant plusieurs semaines sans se voir en vrai et ils ont même découvert qu'ils avaient quelques amis en commun, ce qui est un truc plutôt rassurant quand tu rencontres quelqu'un sur Tinder finalement. Tu te dis bon, on a quand même des connexions indirectes, donc logiquement je risque pas de me faire tuer par cette personne quoi. Si tu prends le cas extrême. Lucie explique qu'un soir elle était un peu en déprime et elle avait envie de voir quelqu'un. Elle a donc appelé un Uber et elle a décidé d'aller chez ce mec qui s'appelle Tim. Une fois sur place, ils ont commencé par discuter devant la maison ensemble et Lucie a trouvé que le courant passait encore mieux en vrai. Elle était ravie. N'est-ce pas trop parfait comme début d'histoire? Si! Elle lui a notamment parlé de ses problèmes de santé et ça a beaucoup touché Tim étant donné que sa sœur est décédée et qu'elle avait une maladie proche de celle de Lucie. Ce détail a son importance. Ils sont donc rentrés dans la maison et en entrant, première remarque de Lucie, la maison ressemblait en gros à une sorte d'unité de stockage mais avec plein de trucs partout, très encombré. Tim l'a alors emmené dans sa chambre pour Netflix and chill, vous connaissez? Ils se sont posés dans le lit, ils ont parlé pendant pas mal de temps. La soirée se finit normalement et tous deux s'endorment dans le lit de Tim. Et elle a aucune
aucune remarque spéciale à faire, à part que c'était un peu féminin comme déco, etc. Mais bon, il fait ce qu'il veut. Mais alors, où ça cloche, Lucas? Attendez qu'elle se réveille. Lucie se réveille vers 10h du mat à cause d'une horrible odeur. Elle explique que ça sentait comme s'il y avait 1000 rats décédés sous le plancher de la maison. La nuit étant passée, Lucie n'avait plus d'alcool dans le sang, elle avait totalement décuvé et elle avait donc un meilleur sens de l'observation. Elle se met à regarder autour d'elle et elle remarque que dans la penderie, il n'y a que des vêtements de filles. Elle va d'abord se dire que Tim a une copine et que c'est les fringues de sa copine et que du coup il a trompé sa meuf avec elle et c'est chaud. Elle s'est alors assise sur le lit et elle a regardé l'oreiller sur lequel elle venait de passer la nuit. Et elle constate qu'il n'y avait pas de thé d'oreiller sur l'oreiller et que surtout il y avait du sang, du vieux sang séché, comme si quelqu'un avait toussé du sang sur son oreiller en pleine nuit. Et c'est là qu'elle a une sorte de déclic. Elle a vu les vêtements de filles dans la penderie, elle se souvient que Tim lui a parlé de sa sœur qui était décédée d'une maladie. Eureka, elle comprend qu'elle est probablement dans la chambre de la sœur de Tim. Elle lui demande alors avec délicatesse si ils viennent de dormir dans la chambre de sa sœur ou pas. Et Tim lui répond que oui, c'est bel et bien la chambre de sa sœur et qu'il n'a rien changé ni lavé depuis qu'elle est décédée. Et que c'est l'endroit où elle est décédée dans ses bras. Et il explique ensuite à Lucie qu'elle lui rappelle énormément sa sœur, qu'il est vraiment amoureux d'elle. Là ça commence à être très creepy. Lucie explique qu'elle se sentait très triste pour lui, que ce mec là a dû traverser un truc terrible, mais qu'elle pouvait pas rester là quoi, qu'il fallait qu'elle s'en aille. C'était trop pour elle. Elle rentre chez elle et elle décide de pas couper les ponts, elle garde contact, y parle encore un petit peu. Et après quelques semaines elle relance pour X raison l'application Find My Friends. C'est une application qui permet de géolocaliser tes amis. Elle lance l'appli, elle remarque un truc horrible. Sa location à elle a été partagée avec Tim la nuit où elle a dormi chez lui. Ce qui veut clairement dire que Tim, pendant qu'elle dormait, a pris son téléphone et a activé ça dans l'appli. Elle a alors appelé Tim pour lui expliquer sa découverte et pour lui dire qu'elle voulait plus lui parler, que ce genre de comportement c'est juste pas possible. Et c'est là que Tim a complètement changé de personnalité et qui s'est mis à vouloir la faire complètement culpabiliser, qui s'est mis à dire des trucs du style non mais tu peux pas croire que j'ai fait ça, c'est des bêtises. T'es vraiment une connasse qui me jette juste parce que mon chat est mort récemment. What? Quel est le rapport? Alors voilà, c'était l'histoire de Lucie et de Tim, sacré prince charmant. Et c'était quoi cette odeur? Est-ce qu'il a buté son chat? Est-ce qu'il a séquestré on sait pas qui? Putain c'est glauque. On n'aura jamais la réponse et j'espère qu'on ne croisera jamais son chemin. Alors les amis, il est maintenant temps de passer à la troisième histoire, celle où il y a giga méga intrusion. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Mathilde, mariée à Valentin depuis plusieurs années. Rassurez-vous, Valentin est un homme charmant et très correct. Et le truc creepy ne vient pas de lui. Mathilde est tombée malade, genre une grosse maladie qui la cloue au lit. Et Valentin a voulu qu'elle prenne du repos pour se remettre de cette maladie. Ça rend toujours triste quand tu vois ton mec ou ta meuf qui est trop mal à cause d'une maladie. Tu lui souhaites le meilleur, tu veux qu'il se rétablisse, donc voilà, tu le pouponnes un peu. Les parents de Mathilde voulant voir leur petit-fils, Valentin s'est rendu chez eux avec le bébé et a donc laissé Mathilde se reposer tranquillement à la maison. Quelques heures plus tard, Mathilde se réveille parce qu'elle a des douleurs à la poitrine parce qu'elle doit allaiter et évacuer. Et elle a ce fameux dilemme du comme quand t'as envie de faire pipi en pleine nuit ou tôt le matin. Oh j'ai la flemme, je suis tellement bien. Ouais mais faut que j'y aille, je pourrais pas dormir tant que j'y vais pas. Ouais mais j'ai la flemme. Mais la version poitrine qui fait mal quoi. Donc je pense que c'est encore plus désagréable. Après je n'en sais rien, vous en doutez. Au bout d'un petit moment, elle commence à être bien réveillée et elle se rend compte qu'il fait très froid dans la maison. Elle ouvre les yeux et elle entend la porte d'entrée se fermer. Elle est donc contente parce qu'elle se dit putain yeah, je me réveille au moment où Valentin rentre, c'est cool. Elle appelle alors Valentin et zéro réponse. Elle allume la lumière de la chambre, elle allume la lumière de la cuisine, elle allume toutes les lumières qu'elle peut allumer pour vérifier qu'elle est bien seule et il y a personne dans la maison. Elle check c'est la porte d'entrée verrouillée, bref tout va bien. J'ai peur, c'est ça va pas. Elle sait que c'était pas un rêve, donc elle envoie un message à Valentin pour lui dire putain j'ai peur, il s'est passé un truc bizarre. Peu de temps après, Valentin rentre, elle lui explique de vive voix, il mange et Valentin reste dans le salon pour dormir avec le bébé alors que Mathilde elle dort dans la chambre. Tout simplement pour que Mathilde puisse faire une nuit correcte, pour qu'elle puisse se reposer vraiment parce qu'un bébé comme vous le savez ça pleure et elle a clairement pas besoin de ça vu comme elle est malade. Avant de dormir, Valentin s'assure que la porte d'entrée est fermée, s'assure que toutes les fenêtres sont bien verrouillées et chacun va se coucher. Mathilde se réveille vers 2h du matin à nouveau parce qu'elle doit extraire, elle a mal et elle ressent la même chose que quelques heures avant quand elle s'est réveillée et qu'elle était pas bien, pas à l'aise du tout. Et elle voit une silhouette au bord de son lit. Quelqu'un est là, au pied du lit, et il fait la même taille et la même corpulence que Valentin, son mari. Elle lui demande donc d'aller lui chercher un verre d'eau pendant qu'elle se prépare à évacuer. Mais Valentin reste immobile et ne lui répond pas. Elle lui redemande donc d'aller lui chercher un verre d'eau. Et Valentin lui répond alors « Non, non, rendors-toi, j'aime bien te regarder dormir. » Sauf que ce n'est pas la voix de Valentin. Mathilde se rue sur sa lampe de chevet pour l'allumer et elle voit un mec parfaitement inconnu qui se met à rigoler face à elle. Non, n'essaie pas d'évacuer la peur par le nez, ça ne marchera pas. Valentin entend le rire, ça le réveille, il court rejoindre Mathilde dans la chambre et malheureusement le mec a réussi à prendre la fuite avant même que Valentin arrive dans la chambre. Mathilde et Valentin ont donc tout de suite appelé la police. Étant à l'étage, la chambre elle est quand même pas mal haute et ils ont pas réussi à comprendre comment le mec a fait pour venir et aussi pour partir sans se blesser en ayant sauté cette hauteur. Bref, il y a eu investigation et quelques années après ça n'a toujours rien donné. Ils ont jamais retrouvé ce mec qui continue probablement à faire ça dans le quartier. En gros, Mathilde a rencontré un mec qui adore s'introduire
s'introduire chez les gens en cachette et regarder les femmes dormir. C'est bon pour vous? C'est tellement badant. Vous imaginez le traumatisme que tu te prends dans la gueule quand tu vis ça? C'est horrible. C'est la fin les amis de ce 3e épisode des 3 histoires terrifiantes. J'espère que ça vous a plu. On en fait un tous les mois. Voilà, c'est le petit rythme qu'on a. Ça me plaît, ça me permet d'attendre qu'il y ait vraiment des histoires cool à raconter et pas des trucs pas ouf. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, un peu moins flippante, ne vous en faites pas. Et je vous souhaite une très bonne nuit, une excellente nuit. Vraiment fermez bien les yeux. Regardez pas au pied de votre lit si vous vous réveillez en pleine nuit, ne regardez pas. À bientôt tout le monde. Bonne nuit. Qu'est-ce qui se passe? Messieurs, dames, premier thread d'horreur qu'on tourne dans ce nouveau décor, je suis ravi. Alors quelles vont être les 3 histoires du jour? Les mécaniques vont-elles être satisfaisantes? Et on passe à la première vraie histoire. Et attendez, avant qu'on commence, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui regardent les threads d'horreur en couple, qui prennent ça comme un prétexte pour se coller à leur amoureux ou amoureuse. Collez-vous, prenez-vous dans les bras, que de l'amour, ça me fait plaisir. On commence tout de suite avec la première histoire qui est celle de Alix. L'histoire se passe quand Alix avait encore 14 ans. Faut savoir qu'Alix est l'aîné de la famille et donc comme tous les aînés parmi vous, vous le savez, on vous a déjà demandé de garder le petit frère ou la petite sœur. Et ben à l'époque, Alix, on lui a demandé de garder ses 3 petits cousins. Ça fait beaucoup de responsabilités pour un ado de 14 ans. Sa tante et son oncle lui demandent de faire la babysitter parce qu'ils se rendent à un mariage. Ils vont donc passer la journée à plus d'1 heure de la maison et rentrer très tard. Mais alors où est donc cette maison? Elle est en Pennsylvanie. C'est une grande maison familiale qui est sur un flanc de montagne, au milieu de rien. Vraiment de rien. Et la route principale la plus proche, donc une route assez fréquemment empruntée, est à 1 km de la maison. Bon, en gros, vous l'aurez compris, on parle vraiment d'une maison bien isolée. Tu te retrouves pas proche de cette maison accidentellement, c'est pas possible. Bref, avant de partir, sa tante et son oncle lui laissent de l'argent pour commander des pizzas. Ils lui laissent aussi leur numéro de téléphone portable à côté de la ligne fixe du téléphone de la maison. Parce que oui, ça se passe au début des années 2000, donc Alix n'a absolument pas de portable et elle dit que même si elle en avait eu un, vu l'endroit où est la maison, elle aurait probablement pas eu de réseau du tout. Bref, il est 20 h, le bébé de 1 an dort, l'enfant de 4 ans est posé devant la télévision dans le salon et à l'étage, Alix est en train de jouer à Guitar Hero avec l'enfant de 8 ans. Alix, dans la pièce où elle est, en regardant à gauche, elle a une vue sur le salon dans lequel donc il y a l'enfant de 4 ans qui est posé devant la télé. Et en regardant à droite, il y a une fenêtre qui mène sur une allée. Quand on prend à droite cette allée, en arrivant devant la maison, il y a un abri à voiture qui est prévu pour pouvoir se garer là. Mais cette allée, elle continue aussi un peu plus loin et elle fait le tour, elle passe aussi derrière la maison. Sauf que personne ne vient jamais en voiture derrière la maison puisque ça sert à rien, étant donné qu'ils utilisent l'espace arrière comme cour de récré pour les enfants. Donc il y a plein de jouets qui traînent, il y a souvent des enfants dehors qui jouent. Bref, que ce soit l'oncle et la tante de Alix ou tous leurs amis, personne n'amène jamais sa voiture derrière la maison. Dans cette cour de récré, il y a évidemment un garage, mais qui en réalité ne stocke aucune voiture, c'est plus l'atelier de l'oncle d'Alix dans lequel il bricole. Et dans ce garage, il y a une porte qui mène à l'intérieur de la maison. Maintenant que vous avez tout ça en tête, petite avance rapide. Il est plus 20 h, il est 22 h, il fait nuit noire. Alix est toujours avec son cousin en train de jouer à Guitar Hero. Et sur sa droite, il y a une lumière à travers la fenêtre qui attire son œil. Alix, elle pense dans un premier temps que sa tante et son oncle sont de retour plus tôt que prévu. Sauf qu'en tendant la tête, elle s'aperçoit que c'est pas du tout les phares du monospace de sa tante, mais que c'est les phares d'un énorme truck. Elle a donc jamais vu ce véhicule et en plus de ça, elle comprend que le véhicule n'est pas en train de se garer sous l'abri à voiture qui est devant la maison, mais il est en train de continuer son chemin dans l'allée pour arriver derrière la maison. Elle en déduit donc immédiatement que cette personne n'est pas une habituée des lieux et qu'elle est jamais venue ici. Alix descend dans le salon et elle prend immédiatement le téléphone de la ligne fixe pour appeler le 911, la police. Elle a même pas le temps d'avoir un opérateur au téléphone qu'elle entend la porte du garage être secouée violemment. Elle comprend donc vite la situation. Un inconnu essaie d'entrer dans la maison, dans laquelle il y a juste elle et ses 3 petits cousins dont elle doit s'occuper. Et là, soulagement pour Alix, elle a enfin un opérateur au téléphone. Opérateur qui va rapidement lui expliquer qu'il y aura personne sur place avant 30 minutes puisque la maison est complètement perdue au milieu d'une montagne. L'opératrice lui dit qu'elle va la garder en ligne pendant ce temps et elle lui demande aussi le numéro de sa tante pour la prévenir, pour qu'elle rentre plus tôt que prévu du mariage. Alix se retourne pour prendre le papier que sa tante lui a laissé, papier sur lequel il y a le numéro de téléphone de sa tante, et en se retournant, elle voit à travers une fenêtre un homme. Et cet homme, il est en train de lui sourire, comme si la situation l'amusait. Alix, elle est complètement terrorisée, et avant même qu'elle puisse dire quoi que ce soit à l'opérateur, il y a Jake, son petit cousin, qui regarde l'inconnu dehors en disant « Monsieur Jim ?» Jake, il dit ça d'une voix confuse, comme s'il était ni content ni soulagé de voir Monsieur Jim. Et en voyant la réaction bizarre de Jake, Alix, elle regarde l'inconnu et elle lui explique qu'elle est au téléphone avec la police et qu'ils sont déjà en route. L'inconnu regarde Alix droit dans les yeux, il fronce les sourcils et il prend quelques secondes à lui, comme pour réfléchir de ce qu'il allait faire. Et finalement, il recule et il disparaît dans l'obscurité. Quelques minutes plus tard, Alix voit les phares du camion se rallumer et elle le voit partir et descendre l'allée. En rentrant, l'oncle d'Alix était apparemment furieux contre ce monsieur Jim. Et la tante d'Alix, elle, semblait très en colère contre l'oncle d'Alix de pas avoir déjà réglé ses histoires avec monsieur Jim comme elle le lui avait déjà demandé. En fait, Alix, elle le savait pas à l'époque, elle a compris beaucoup plus tard, mais son oncle, il avait un problème d'addiction à une drogue, et ce monsieur Jim, c'était le dealer
de son oncle. Et ce dealer, il avait apparemment pas été payé depuis un petit moment. Et il était donc venu pour foutre le bordel et faire pression sur Monsieur Jim pour qu'il le paye. Sauf que c'est pas sur Monsieur Jim qu'il est tombé, c'est sur Alix, 14 ans, qui s'occupe de 3 enfants, seul dans une maison isolée. Et en plus, ce dealer apparemment prenait du plaisir à terroriser une enfant. C'est terrible, j'aurais jamais assumé. Bilan de cette histoire, avant de faire du babysitting et de garder vos petits cousins, soyez au courant des histoires de vos oncles et tantes. Hein. Voilà, un mec qui vient toquer pour embrouiller l'oncle, sauf qu'il tombe sur toi, voilà, c'est vite arrivé. Il est maintenant temps de passer à la deuxième histoire, celle de Coralie, qui n'a rien à voir. C'est une histoire qui s'est passée en 2017 quand Coralie avait 19 ans. À l'époque, elle vit dans l'une des nombreuses banlieues résidentielles de sa ville. Elle explique qu'à l'époque, elle est un peu naïve, elle considère qu'elle vit dans un endroit qui est hyper safe, qu'il est jamais rien arrivé de mal dans sa résidence, etc. Et du coup, elle fait des trucs qu'elle se permettrait plus de faire aujourd'hui. Alors c'est pas du tout des trucs de ouf, hein, c'est juste sortir ou rentrer tard quand il fait nuit, seul. Mais cette année-là, il y a 3 trucs de bizarres qui lui sont arrivés. Et le dernier de ces 3 trucs a radicalement changé son comportement. Un soir, Coralie, elle sort assez tard des cours et il est aux alentours de 22h. Elle prend le bus, elle descend à l'arrêt de bus le plus proche de chez elle. Elle a étudié toute la journée, il est tard, elle est clairement fatiguée et pas très attentive à ce qui se passe autour d'elle. Mais en se dirigeant vers son immeuble, elle remarque quand même qu'elle vient de passer à côté d'une personne accroupie dans le noir. Évidemment, ça l'a un peu fait bader, elle a pas pris le temps de s'arrêter, elle s'en fout, chacun sa merde. Et puis un peu plus tard, quand elle s'apprête à se coucher, elle entend des bruits de bagarre qui viennent de l'extérieur. Coraline, elle habite au 2e étage, donc elle se dirige vers sa fenêtre pour l'ouvrir et demander si tout va bien. Et le temps qu'elle l'ouvre, il y a plus un bruit à l'extérieur. Bon, Coralie, elle va clairement pas descendre et aller dans la rue voir si tout va bien. Elle envoie juste un message au propriétaire de son appart pour le prévenir de ce qui vient de se passer, de ce qu'elle a entendu. Et puis elle va se coucher. Et là, il va rien se passer pendant plusieurs semaines. Mais un soir, il est tard, Coralie part de chez elle pour aller faire des courses avant que ça ferme. Et sur le retour du chemin des courses, en marchant vers son immeuble, elle voit de nouveau quelqu'un accroupi, cette fois près d'un buisson, près de son bâtiment. Et cette fois, cette personne accroupie, elle est face à Coralie et elle la regarde. Coralie, face à ça, elle sait pas trop quoi faire et elle fait naïvement un signe de main. Et la personne qui la regarde, elle, ne réagit absolument pas à ce signe de main. Coralie se dirige vers son bâtiment, elle passe à quelques mètres de cette personne et puis elle arrive à rentrer chez elle dans son appartement et tout va bien. En fait, dans ce genre de situation, c'est très compliqué de réaliser qu'il se passe un truc anormal et alarmant. T'es très souvent dans le méga déni. Tu continues à faire ta vie, tu fais comme si ça existait pas et là, c'est exactement ce que Coralie, elle fait. Elle envoie donc une nouvelle fois un message à son propriétaire pour lui dire hey, au fait, j'ai revu la personne que j'ai vue il y a 4 semaines qui était immobile accroupie. Et son propriétaire lui répond qu'il a reçu plusieurs messages d'autres locataires qui lui ont signalé la même chose. À partir de là, 3 mois passent sans qu'elle retombe sur cette personne. Jusqu'au 3e incident qui, cette fois, n'a pas laissé Coralie indifférente. Ce soir-là, Coralie, elle est chez elle avec son mec et ils viennent de s'embrouiller. Son mec est saoulé, il décide de rentrer chez lui et Coralie se voit mal le laisser rentrer chez lui seul. Comme il habite pas très loin, elle décide de le raccompagner chez lui à pied. Et sur le chemin du retour, quand Coralie est seule, elle tombe une nouvelle fois sur cette fameuse silhouette, qui est cette fois non pas accroupie dans un buisson, mais debout sous le réverbère au milieu de la route. Sauf que là, Coralie, pour rentrer chez elle, elle doit vraiment passer à côté de lui, et elle le sent pas du tout. Du coup, elle s'est cachée derrière un arbre, en attendant qu'il dégage. Et là, les minutes passent, mais le mec ne bouge pas. Il reste là, debout au milieu de la route, à regarder au loin. Elle arrive pas du tout à comprendre ce qu'il veut, parce que c'est incompréhensible, quelqu'un qui est immobile, au milieu d'une route sous un lampadaire, enfin, qu'est-ce qu'il fout, quoi? Sauf qu'après 30 minutes à attendre derrière l'arbre, Coralie, elle a envie de rentrer chez elle, et donc elle se dit, bon, franchement, j'abuse, le mec, il est juste là debout à regarder des trucs, je m'en fous. Qu'est-ce que je raconte? Je suis parano. Elle se relève donc et elle se met à marcher vers son bâtiment en essayant d'avoir l'air le plus neutre possible. Elle s'approche doucement de cet inconnu et puis elle arrive à son niveau. Et en passant à côté de lui, elle a un vieux feeling. Elle se dit, je le sens pas, je vais courir maintenant. Et au moment où elle se met à courir, le mec derrière lui crie dessus. Coralie, elle court de toutes ses forces sur le gravier, et dans sa course, elle a l'impression d'entendre du gravier bouger derrière elle, comme si le mec lui courait après. Elle réussit à rentrer dans le bâtiment, à fermer la porte, et elle trace jusqu'au 2e étage, jusqu'à chez elle, et elle appelle immédiatement la police. Et d'ailleurs, elle appelle pas que la police, elle appelle aussi ses voisins dont elle a le numéro, des membres de sa famille, son mec, bref, tout le monde est au courant de ce qui vient de lui arriver. Les jours passent, Coralie ne sort plus quand il fait nuit, elle est quand même bien choquée de ce qui vient de lui arriver, et c'est normal, c'est choquant. Et puis elle a des news de son propriétaire. Il a pu se procurer les images de vidéosurveillance de l'incident survenu quelques jours avant, et malheureusement, Coralie n'a rien inventé. Sur les images de la vidéosurveillance, on voit bel et bien l'inconnu courir après Coralie, et se jeter dans un buisson juste après que Coralie ait réussi à rentrer dans son bâtiment. Et à partir de là, plus aucune nouvelle. Coralie n'a plus jamais revu cette personne. Elle a jamais su ce qu'il foutait accroupi dans des buissons ou debout au milieu de la route dans son quartier tard le soir. Elle sait juste qu'aucun voisin ne l'a jamais revu depuis cet incident et qu'elle désormais elle évite de sortir ou de rentrer quand il fait nuit. Quoi qu'il en soit, si vous voyez des gens rôder bizarre dans votre quartier, être immobile, être chelou, faites-vous confiance, ce n'est pas normal. Voilà, prenez soin de vous, la sécurité avant tout, ça me fait bader. Maintenant je vais vous raconter l'histoire de Josh. C'est une histoire qui s'est passée il y a quelques années. Josh à cette époque est chez lui avec son chien et avec le recul à chaque fois qu'il
il repense à cette histoire, il se dit qu'est-ce que c'était que ce bordel. Ce jour-là, il est 23h, il fait nuit dehors et Josh il est posé devant sa télé avec son chien à côté de lui, le genre de soirée qu'on adore, et il entend une voiture devant sa maison couper son moteur. Josh prend pas la peine de se lever, il se dit que c'est probablement son voisin d'en face qui vient de rentrer du travail, mais son chien n'est pas du même avis et lui il décide d'aller voir par la fenêtre qui vient de couper le moteur de sa voiture. En allant voir par la fenêtre, le chien abîme un peu le store de Josh, ce qui force Josh à se lever et à aller auprès de sa fenêtre pour le remettre en place. Et en arrivant près de sa fenêtre, Josh il voit qu'à l'extérieur il y a bel et bien une voiture qui est garée devant chez lui. Il distingue pas trop de détails, mais il voit que le conducteur est encore assis dans la voiture et ça l'interpelle pas plus que ça quoi. Les gens font leur vie, c'est un quartier, il y a du passage, bon il s'en fout. Il se sert un petit verre d'eau et il retourne se poser devant la télé à regarder sa série. Et là, 15 minutes après qu'il ait réparé son store et vu la voiture garée devant chez lui, Josh il entend quelqu'un tapoter à sa porte. Il précise, il entend pas toquer, il entend tapoter, c'est genre très léger. Josh met en pause sa série pour mieux entendre et son chien, lui, va s'asseoir devant la porte d'entrée. Et c'est là qu'il entend tapoter cette fois non pas à la porte d'entrée, mais à sa fenêtre. Josh se lève, il va écarter 2 lamelles de son store pour voir qui est à la fenêtre, et avant même qu'il ait le temps de distinguer le visage de cette personne, elle retourne tapoter à la porte d'entrée. Et cette fois, le tapotement, il va durer plusieurs dizaines de secondes. Et comme il attend pas de visite et que c'est pas du tout le genre de sa famille ou de ses amis de lui faire des surprises et de débarquer chez lui, il comprend que là, il se passe un truc bizarre. Du coup, il fait un move très malin, il ouvre ni la fenêtre ni sa porte d'entrée, il monte à l'étage de chez lui et il ouvre la fenêtre à l'étage. Il voit donc l'inconnu qui est en bas de chez lui et il lui dit bonjour, vous voulez quoi? Et ce mec lui répond que c'est le livreur de la pizza, qu'il a sa margarita et qu'il lui doit 20 $. Et là, Josh, il se sent méga con. Et immédiatement, il se dit, putain, mais en fait, le mec a tapoté parce qu'il est 23h et il voulait pas faire trop de bruit pour les voisins, c'est tout. Par contre, Josh n'a pas commandé de pizza. Et il le fait savoir. Il dit au gars, mec, je suis désolé, mais j'ai pas commandé de pizza. Mais le livreur check son téléphone et lui dit, écoute, mec, je suis bel et bien à la bonne adresse. Je fais juste mon taf, descends et ouvre la porte. Sauf que même s'il fait sombre sur le palier de Josh, Josh voit bien que dans ses mains, il a rien, le mec. Et là, l'échange va durer un petit moment et Josh n'en démord pas. Il lui dit, frérot, je n'ai pas commandé de pizza, soit t'as la mauvaise adresse, soit tu t'inventes une vie et tu n'es pas livreur de pizza. Et là, malgré tout ce que Josh va pouvoir dire à ce mec va pas arrêter de lui dire, allez, descends, ouvre-moi la porte, donne-moi ce que tu me dois et prends ta pizza s'il te plaît. À tel point qu'au bout d'un moment, le voisin de Josh, celui qui habite en face, donc de l'autre côté de la voiture garée, sort de chez lui pour voir ce qui se passe parce qu'il entend du bruit depuis plusieurs minutes. Et en voyant ça, le livreur de pizza fantôme, immédiatement, retourne à la voiture, la démarre et se casse. Et c'est la fin de l'histoire de Josh. Encore à ce jour, Josh, il comprend pas ce qui s'est passé ce soir-là. Que voulait ce gars? Est-ce que le gars était peut-être dans une phase où il était complètement déséquilibré, il pensait vraiment qu'il venait livrer une pizza? Est-ce qu'il avait une stratégie malsaine derrière? Il fait genre que c'est un livreur et en fait, il rentre chez toi et il fait je sais pas quoi? Josh n'a aucune réponse, voilà. Il raconte juste ça en mode, les gars, il m'est arrivé ça. C'est quoi cette merde? Merci, au revoir. Est-ce que c'est bon pour vous ce genre de rencontre? Ce genre d'interaction sociale avec d'autres humains? Est-ce qu'elles vous plaisent ces interactions? Portez-vous bien, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous étiez bien dans l'ambiance avec le décor, moi je suis très content, je trouve que ça met encore plus dans l'ambiance. Et puis à très vite, gros bisous les squeezos. Bon, nouvelle saison de vidéos. L'année dernière vous avez plus qu'aimé les threads Reddit et surtout les threads horreur. Quand je tombais sur des threads Twitter, je me disais, oh, ils vont tous m'harceler pour que je le fasse. Et ça ratait pas, je recevais 10 000 messages. Aujourd'hui on va pas aller sur Twitter pour trouver un thread qui est en fait une fiction, tous les threads Twitter qu'on a fait c'était des fictions à chaque fois, qui étaient hyper cool mais c'était des fictions. On va retourner sur le subreddit Let's Not Meet, où je le rappelle les gens ils racontent des trucs pas très cool qu'ils ont vécu, pas forcément paranormal mais des trucs très flippants, très creepy. On en avait déjà fait plusieurs mais il y avait pas des nouvelles histoires qui étaient genre folles, qui étaient transcendantes, qui nous mettaient dans tous nos états, qui nous donnaient envie de ne plus dormir pendant un mois. Et ben aujourd'hui je les ai ces histoires. Elles datent de quelques années toutes celles-là mais je suis allé piocher très loin pour les trouver. Mais elles sont horribles. Laissez-moi vous raconter l'histoire de John. Je la déteste. John vit en Floride et ce que je vais vous raconter c'est passé 3 semaines après l'ouragan Irma. Qu'est-ce qu'on en a à foutre me direz-vous? Bah vous allez voir ça a son importance. Quelques mois auparavant il a divorcé avec sa femme, il a donc emménagé dans un nouveau quartier qui est un quartier fermé dans lequel chaque maison appartient au même propriétaire ou à la même société de location. C'est un petit quartier, il y a environ 15 maisons et elles sont toutes autour d'un lac artificiel. Comme c'est un petit quartier, tout le monde se connaît, il y a régulièrement des fêtes, des petits barbecues qui sont organisés, tout le monde y va. Mais pas John qui est très déprimé de son divorce et qui préfère pas trop aller à des événements sociaux comme ça. Mais il s'est quand même fait un pote, c'est son voisin d'à côté qui s'appelle Steve et qui est un ancien Marines. Ça met en haleine, n'est-ce pas? Moi j'ai été happé par ce texte. Bon, on en vient au cœur du sujet. John il a une fille qui s'appelle Alice qui vit avec sa mère mais qui tous les week-ends va chez son père, chez John, pour le voir. La chambre d'Alice est celle qui fait face au lac, donc la fenêtre de la chambre d'Alice est face au lac elle aussi. Et ça aussi sera son importance plus tard. Petite précision, je rappelle que dans les fenêtres aux US, t'as souvent une moustiquaire, vous savez, un filet, donc on peut pas passer à travers puisqu'il y a la moustiquaire qui bloque. Bon, John explique que comme tous les papas du monde, il est fou amoureux de sa petite fille,
il compte les jours, la semaine, parce qu'il a hâte d'être le week-end et de la voir. Et il a la haine qu'il y a eu l'ouragan Irma parce que ça l'a empêché de voir sa fille pendant 3 semaines. Bref, Irma est passé, le courant revient à la normale, tout le monde a de l'électricité, a tout le confort dont il a besoin, y compris John qui accueille de nouveau sa petite fille chez lui tous les week-ends et qui est au paradis. Sauf que cette fois, il se passe des trucs très bizarres. Alice a commencé à se plaindre auprès de John de la chanteuse qu'elle n'aimait plus et qu'elle ne voulait plus voir. Rien que ça. Alors bien évidemment, John, il rationalise le truc. Donc il a d'abord pensé qu'elle parlait soit de son ex-femme, soit d'un professeur à l'école, soit d'une copine, enfin d'un truc comme ça. Sauf que dans la nuit du samedi au dimanche, Alice se réveille en hurlant comme si elle avait vu un meurtre. Il n'y a rien de pire pour un père que ça, je pense. Le coup de pression est total. John, héroïque, court dans la chambre d'Alice pour voir ce qui se passe. Il allume la lumière et il voit sa fille cachée sous sa couette en train d'hurler. Alors il lui demande ce qui s'est passé et Alice répond de la pire manière possible. Elle montre un coin de la chambre du doigt et elle dit « Regarde ». Moi je ne regarde pas le coin, je prends Alice, je saute par la fenêtre et je déménage. Bon, John a plus de courage que moi apparemment, il regarde le coin et il y a rien du tout. Ni dans le coin, ni sous le lit, ni dans le placard. Vraiment le truc classique du film d'horreur, il n'y a rien. Mais Alice insiste et lui dit, il y avait la chanteuse et je veux pas qu'elle revienne, s'il te plaît papa, fais en sorte qu'elle revienne pas. Mais enfin les fantômes ça n'existe pas, arrête Alice. John s'est dit que c'était une mauvaise nuit, ça arrive, il y a des nuits on fait plein de cauchemars, du coup il l'autorise à dormir avec lui. Et pour le moment il réalise pas à quel point c'est grave ce qui se passe. Mais il a quand même de l'instinct parce que le lendemain, il va faire un truc très malin, il va aller acheter un babyphone. Vous savez, c'est comme des micros en gros. Il y a un micro dans la chambre du gamin et le parent entend tout ce qui se passe dans la chambre. Il achète ça juste pour rassurer Alice, pour lui dire que voilà, il entendra tout ce qui se passe et que s'il y a le moindre problème, il sera là en 1 seconde et qu'elle n'a plus à s'en faire ou à avoir peur ou à être stressée par cette histoire. Les babyphones sont installés, Alice s'endort, elle fait une nuit calme et paisible, tout se passe bien. Et John pense que tout ça, ça appartient maintenant au passé et que ça n'arrivera plus. Quelle erreur! Le week-end d'après, Alice ne peut pas venir chez John parce qu'elle est tombée malade. Elle a chopé un petit virus qui traînait à l'école. Et tant mieux d'ailleurs. Je pensais pas dire ça un jour, mais tant mieux qu'elle soit tombée malade. Samedi soir, 2h du matin, John se réveille parce qu'il y a du bruit, une voix féminine qui fredonne des comptines dans le babyphone. Il est bien réveillé, il ne rêve pas et il entend quelqu'un fredonner des comptines dans la putain de chambre de sa fille. Il explique qu'il a été pris d'une peur totale et encore plus lorsqu'il a entendu la personne dire la phrase suivante: Alice, es-tu réveillée? John, il saute de son lit et il verrouille la porte de sa chambre parce qu'il sait que sa fille court pas un danger puisqu'elle n'est pas là. Elle est restée chez sa mère parce qu'elle était malade. John prend son portable, il appelle son voisin Steve qui kiffe les armes à feu et qui est un ancien Navy, je vous le rappelle, et il lui explique qu'il entend une meuf chanter des berceuses dans la chambre de sa fille. Steve, il part au quart de tour, il sort de chez lui. À partir de là, John sort enfin de sa chambre, il court devant pour rejoindre Steve et il voit Steve en train de pointer avec une arme une meuf qui est accroupie par terre et qui était la meuf qui s'amusait à chanter des berceuses dans la chambre de sa fille. Toutes les fois où Alice a dit à John qu'elle voulait plus que cette personne vienne chanter des berceuses, etc., c'était pas des cauchemars, c'était bien réel. Il y a bien quelqu'un toutes ces nuits qui s'est infiltré chez John et qui a chanté des trucs à sa fille. C'est horrible, tu dois dire putain ma fille elle était en danger, elle m'a prévenu mais je l'ai pas cru. Tu dois culpabiliser comme jamais, c'est horrible. Alors qui était cette personne? C'était Jean, la femme du mec qui entretient le quartier. C'est une meuf qui fait des patrouilles pour assurer la sécurité des gens du quartier. Et du coup, quand ils l'ont grillée et qu'ils lui ont dit qu'est-ce que tu foutais, elle s'est défendue en disant non mais je faisais une patrouille, j'ai cru voir quelqu'un entrer dans la chambre de votre fille. Alors que bien entendu ces patrouilles elle les fait pas du tout à 2h du mat, hein, elle les fait le soir bien avant 2h du mat. Enfin bon voilà, une rencontre extrêmement creepy qui a dû se traduire par un gros sentiment de culpabilité pour John et c'est ça qui est horrible dans cette histoire. C'est vraiment ton enfant te dit un truc et tu rationalises mais non t'inquiète tout va bien t'inquiète, sauf qu'il avait raison. Et du coup tout ça a fini par l'installation de barreaux à la fenêtre de la chambre de Alice pour que ça n'arrive plus jamais. C'est triste d'en arriver là mais je pense que quand ça t'arrive tu mets des barreaux, tu mets de l'acier, tu mets tout ce qu'il faut pour être tranquille. Bref ça décale de 6 ans et demi environ le moment où j'aurai un enfant. Alors laissez-moi maintenant vous raconter l'histoire de Tom qui est une histoire qui va vous être un petit peu plus familière parce que ça s'est passé dans les bois et il a vécu ce qu'aucun d'entre nous n'a envie de vivre. Je sais pas si vous êtes déjà allé camper en forêt, en colonie ou juste de par vous-même parce que vous avez envie de vous taper un petit kiff. Forcément on a peur, il y a plein de petits bruits partout, ça fait flipper et parfois même on fait des rencontres cheloues. Tom décide d'aller camper en forêt avec 3 de ses potes, Bennett, Kyle et John. C'était peut-être même le John de l'histoire d'avance, il a vraiment pas eu de chance dans sa vie. Il explique que c'est un délire qu'ils font pour renouer les liens. Chaque année ils vont en forêt, ils vont camper parce que depuis qu'ils sont plus à l'université bah ils se voient beaucoup moins mais ça leur manque. Le premier jour tout s'est passé nickel, ils arrivent, beau soleil, ils mettent en place le feu de camp, les tentes. Le soir ils boivent un petit peu de trucs non alcoolisés parce que c'est meilleur pour la santé et ils vont dormir en ayant passé une merveilleuse journée. Bref tout va bien, y a rien à dire. Le lendemain pareil, toute la journée tout se passe bien, ils arrivent en milieu de soirée et là ils font un petit jeu pour s'amuser que je trouve un peu atypique mais bon. Ils se plaquent au sol en boucle et ça les fait marrer. Et dans la bataille en plein délire de potes, John se fige et dit aux autres: vous avez entendu? Entendu quoi, John? Pierre il fait un petit plaquage à John pour lui remettre les idées en place, il continue à se plaquer, c'est bizarre ce jeu, je comprends toujours pas. 10 minutes plus tard, ils sont crevés à force d'avoir fait ce petit jeu et ils décident d'aller se poser dans la tente. Et là, Tom entend un petit ricanement. Comme ils étaient tous un peu pompettes, Tom se dit que c'est l'un de ses potes qui ricanait pour ce qui s'était passé avant, etc. Il demande aux autres s'ils ont entendu ce qu'il vient d'entendre. Les autres lui disent mais non, c'est toi qui as rigolé. Lui il dit mais non, c'est pas moi qui ai rigolé. Et après un petit blanc de 4 secondes, ils vont tous en courant dans la tente. D'ailleurs, ça me fait rire ce réflexe parce que rares sont les moments de ta vie où tu es aussi vulnérable que dans une tente. En fait, c'est vraiment l'endroit où
tu ne vois rien de ce qu'il y a autour, mais tout ce qu'il y a autour sait où tu es. Je déteste ça. Tom, il prend la putain de hache qu'ils ont, qui est la seule arme qu'ils ont sur le campement, le seul truc avec lequel il peut se défendre, puisqu'ils avaient ça pour couper du bois et faire du feu. Petite précision, Tom et ses potes là, ils sont pas allés camper, vous savez, dans des endroits qui sont dédiés à ça, où du coup il y a plein d'autres campeurs, il y a du passage, etc. Là, ils sont juste allés au bord d'une forêt en voiture, ils ont marché 1,5 km vers le milieu de la forêt et ils ont foutu leur campement là. Ce qui veut dire que si t'entends quelqu'un rire et que c'est pas quelqu'un de ton groupe, ce n'est pas du tout normal. Et en plus, comme c'est pas prévu pour les campeurs, il y a pas de réseau. S'il y a un problème, tu es baisé. Vous êtes assez oppressé, c'est bon? Moi, c'est bon, je suis pas mal là. Les dizaines de minutes passent et Tom, vu qu'il était un peu pompette, il s'assoupit et il s'endort. Il est réveillé 1 heure plus tard par le même putain de rire qu'ils ont entendu avant. Après quelques secondes, il voit un doigt qui appuie sur la tente. À partir de là, il sait qu'ils ont pas halluciné et qu'il y a bien quelqu'un qui est là. La personne fait le tour de la tente et arrive au niveau de l'entrée. Et là, s'écoule plusieurs secondes sans qu'il ne se passe rien. La personne ne bouge plus, les gars dans la tente ne bougent plus et tout le monde est probablement en PLS à espérer que tout se passe bien. Et d'un coup, Bougadi Bougadi! Je suis désolé si vous avez eu peur, mais c'est ce qu'ils ont vécu. La personne secoue la tente en criant Bougadi Bougadi. Ok! Cal se réveille en hurlant et le mec qui est à l'entrée de la tente rigole très fort de nouveau et se casse. Tom et ses amis ont passé le reste de la nuit à ne pas dormir. À peine le soleil se lève, Tom et ses potes courent à la voiture, ils ont vite détalé et ils ont heureusement pas du tout croisé quiconque sur le chemin. Donc ils ne savent pas qui est venu cette nuit-là, quelles étaient ses intentions et surtout est-ce qu'il leur serait arrivé quelque chose s'ils étaient sortis de la tente quand le gars était là. Plein de questions sans réponse. Par contre, il y a une question qui reste pas sans réponse. Est-ce qu'ils ont refait du campement? Oui! Sauf que maintenant ils vont dans les fameux spots à camping où il y a des espaces dédiés du coup pour le camping. Et là on voit que c'est des américains. Tom maintenant amène toujours une arme à feu. Toujours il a avec lui un gun. Il n'y a pas plus ricain. Bon, morale, quand vous allez camper, faites pas n'importe quoi. N'allez pas au milieu d'une forêt pour vous faire kiffer, blablabla. C'est mieux d'aller dans des spots prévus pour. Vous éviterez les grosses frayeurs comme Tom et ses amis cette nuit là. Ça l'a vraiment traumatisé et je pense effectivement pour avoir déjà fait du camping que si ça m'arrivait, bah je serais traumatisé à tout jamais. Bon, dernière histoire qui est trop chelou. C'est une mécanique qu'on a jamais vu avant. C'est gratuit. Il s'est mangé un truc gratuit dans la gueule qui n'a aucun sens. Alors, Noah c'est un mec qui a 17 ans. Ses parents sont partis en congé pendant 1 mois et il vit dans un petit quartier agréable, plutôt éloigné des autres quartiers qui sont autour de celui-ci et il s'y plaît grave. Comme pour John, comme c'est un petit quartier, il y a souvent des petits événements qui sont organisés pour réunir tous les voisins. Noah il connaît donc presque tous les habitants de son quartier, il peut presque donner le nom de tout le monde d'ailleurs. Et c'est un quartier qui est très calme, genre après 21h, il y a plus de bruit, il y a plus personne dehors parce que c'est que des familles et voilà, c'est très posé. Noah son kiff dans la vie, c'est les peintures en aérosol. Un soir à 22h, il décide qu'il a envie d'en faire et du coup il va dans son garage. Pourquoi? Parce que c'est la zone la mieux ventilée de toute sa maison. Bref, 22h, Noah commence à tendre une toile pour peindre et là quelqu'un se pointe devant son garage. Noah l'a entendu arriver, donc il s'apprête à lever les yeux et à dire bonjour à un voisin, sauf qu'il lève les yeux et il voit quelqu'un qui ne reconnaît pas. Il décrit le gars comme étant un mec de 1m90, maigre et qui semble parfaitement normal. Noah ne le connaît pas, mais il explique que comme c'est un tout petit quartier, ils sont très sympas les uns avec les autres, y compris avec les gens qui connaissent pas. Donc Noah a pas de raison de se méfier, ça fait 17 ans qu'il est sur la planète et 17 ans que bah tout va bien, il fait la discuter avec des inconnus, tout se passe bien. Donc il lui dit salut mec, comment ça va? Ce qui est une manière plutôt cordiale d'entamer la conversation, je vous l'accorde. Le gars se présente donc à Noah, il dit qu'il s'appelle Xavier et qu'il vient d'emménager dans la maison à l'angle de la rue. Noah connaît la famille qui habite dans la maison dont parle Xavier et il lui dit donc ah t'habites chez les Miller. Et Xavier explique à Noah qu'en fait c'est ses cousins et qu'ils ont accepté de l'héberger jusqu'à ce qu'il règle quelques trucs. Honnêtement pour le moment il y a pas de quoi se méfier. Xavier va ensuite dire je ferais mieux de partir, je dois faire quelque chose. C'était sympa de vous rencontrer Noah. Attends mais Noah il s'est jamais présenté? Comment le gars le connaît? Mais Xavier lui dit que les Miller lui ont beaucoup parlé de lui. Ok. Alors nous ça peut un peu nous choquer, mais pas Noah parce qu'en fait il est assez proche des Millers et il a même gardé des enfants à eux quand il était plus jeune. Donc oui c'est fortement possible qu'ils aient parlé à leur cousin de Noah. Le lendemain, dimanche, Noah c'est un BG, il décide d'aller faire un petit footing vers son lycée qui se situe environ à 5 km de chez lui. Et pendant qu'il court, il y a une voiture qui se met à rouler à sa hauteur et au volant bien entendu c'est Xavier. Xavier propose à Noah, qui est assez loin de chez lui, 5 km, de le ramener. Noah décline l'offre, il explique qu'il kiffe courir, qu'il va rentrer en courant, il adore ça. Et Xavier lui propose d'aller boire un café. Noah est très fermé et Xavier veut absolument que Noah monte dans cette voiture, c'est inquiétant. Et là, Xavier ouvre la porte passager, fait un geste de la main à Noah pour lui indiquer de monter et il se met à gueuler. Il lui dit viens, monte dans la putain de voiture, tranquille. Pas tranquille du tout, j'ai refusé 5 fois. Bon là Noah il voit que Xavier est un peu insistant et du coup il décide de prendre la fuite, de lui dire c'est ciao, j'ai des amis qui m'attendent à l'école. Et il trace à son école, il y appelle un ami pour qu'il vienne le chercher et il voit au loin la voiture de Xavier qui est d'ailleurs toute cabossée se barrer. Quelques jours plus tard, il y a un barbecue chez des voisins. Tous les voisins y vont comme d'hab, y compris les Miller. Noah va les voir, parle avec eux et au bout d'un petit moment il leur dit au fait j'ai rencontré Xavier. Ce à quoi ils répondent qui est Xavier?
Les Miller ne connaissent aucun Xavier et encore moins un certain Xavier qui aurait emménagé chez eux et qui serait leur cousin. Donc le mec que Noah a déjà vu 2 fois est un pur mytho. Dans le quartier, il y a un voisin qui est policier qui s'appelle Paul et du coup, les Miller et Noah vont prévenir Paul de ce que Noah a vécu. Paul peut pas faire grand chose, il dit juste à Noah de l'appeler s'il le croise, s'il le voit au loin, s'il y a le moindre problème, qu'il hésite pas. Il s'engage aussi à faire des patrouilles pendant plusieurs semaines dans le quartier en espérant tomber sur ce fameux Xavier et découvrir quelles sont ses intentions en fait, parce que c'est un gros mytho. À partir de là, pendant 2 semaines, plus aucune nouvelle de Xavier. Noah ne le croise plus, ne le voit plus, il pense que c'est du passé, qu'il s'est définitivement barré avec sa voiture qui a bossé, sauf que non. Un soir, Noah rentre assez tard de chez un ami. Il va dans sa cuisine, commence à se faire à manger et là il entend quelqu'un qui frappe à la porte. Dans le doute, il regarde dans l'œil de la porte. Et qui y voit? Ce cher Xavier. Il sait que Noah est là puisqu'il l'a entendu venir vers la porte d'entrée et du coup il lui dit qu'il s'excuse, qu'il voulait pas s'énerver, qu'il passait une mauvaise journée, et bref qu'il a merdé. À ce moment précis, Noah se chie totalement dessus. Il aimerait hurler et dire à Xavier de dégager, le menacer d'appeler la police, etc. Sauf qu'il y a rien qui sort. Vous savez, c'est ces moments horribles où tu sais ce qu'il faut faire et tu le fais pas parce que t'es tétanisé par la peur. C'est horrible. Xavier enchaîne, lui répète qu'il s'excuse et il lui demande d'ouvrir la porte. Il lui dit qu'il lui fera aucun mal, il veut juste que Noah il ouvre la porte. D'ailleurs, il essaie de l'ouvrir lui-même, sauf que la porte est verrouillée donc il peut pas rentrer. Comme la dernière fois en voiture, il se met à s'énerver, il se met à crier sur Noah pour qu'il ouvre la porte. Et pendant ce temps-là, Noah il est derrière la porte et il est tétanisé. Il est là à se faire crier dessus par un mec qu'il connaît pas, qui essaie d'entrer chez lui par effraction. C'est quoi cette situation de merde? L'enfer. Xavier continue à brûler la porte, à lui dire d'ouvrir et à dire ils nous attendent. Ils nous attendent. Est-ce que ces mots font peur? Oui. À ce moment-là, le chien de Noah percute enfin qu'il y a un truc anormal qui se passe. Il descend de l'étage et il se met à aboyer sur la porte. Là, on se dit, bon, présence d'un chien, ça fait toujours flipper un mec qui veut rentrer chez toi et qui veut te voler des trucs ou qui veut te kidnapper, tout simplement. Pas du tout. Xavier se met à rigoler et il dit, ils m'ont jamais dit que t'avais un chien. De qui il parle, mec? Grâce aux aboiements de son chien, Noah, il reprend ses esprits. Il fonce dans le garage parce qu'il se souvient qu'il y avait laissé son téléphone. Il le prend et il appelle Paul, le fameux flic du quartier. Il y a un petit temps qui passe entre le moment où il appelle et le moment où Paul et la police arrivent. Et du coup, quand ils sont arrivés sur place, Xavier était plus là. Aucune trace de Xavier. À partir de là, Paul il part vivre quelques jours chez les parents d'un pote à lui, avec son pote, parce que c'est un peu traumatisant ce qu'il vient de vivre quand même. Et il revient quelques jours plus tard, une fois que ses parents à lui ont changé toutes les serrures et portes de la maison. Ils ont pris 0 risque et ils ont eu raison. Noah n'a plus jamais eu de nouvelles de Xavier. La police a continué pendant 1 mois à faire des patrouilles très régulières dans le quartier. Ils sont jamais tombés sur lui. Et du coup, Noah ne sait toujours pas ce que ce gars lui voulait. Et c'est la question moi aussi que j'ai. C'était qui? Bordel! Qui fait ça? Les amis, c'est la fin de ces 3 histoires d'horreur. Elles étaient assez longues aujourd'hui, mais en même temps, plus le temps passe, plus les histoires qui m'affectent sont celles qui sont assez longues. Parce qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup de contexte, et c'est là où je suis dedans, quoi. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. S'il y a des moustiques, laissez la fenêtre fermée. Parce que la petite moustiquaire, là, les gens passent à travers, puis ils chantent des chansons à vos enfants. À bientôt, et comme toujours, passez une douce et agréable nuit. Bonne chance. You're gonna be scared. Vous êtes décidément accro à tous ces vidéos d'histoires d'horreur, de trucs paranormaux, etc. Vous aimez ne pas dormir, c'est bizarre, vous aimez vous faire du mal. Vous aimez vraiment souffrir, c'est bizarre. Écoutez, après m'être fait harceler par énormément de gens parmi vous, j'ai décidé de refaire une vidéo horreur. C'est même pas je me suis fait harceler, c'était une prise d'otage. Vous m'avez pris en otage, vraiment. Vous m'avez menacé. Eh, on se calme. Y a pas tout le temps des trucs flippants cool à raconter, ok? Alors je prends mon temps. Les 2 ou 3 dernières vidéos de ce genre, on était sur le subreddit Let's Not Meet, où des gens témoignent de trucs un peu flippants, voire très flippants qui leur sont arrivés, de vraies histoires. Aujourd'hui, on retourne sur un format un peu plus vieux, le format thread Twitter. On avait d'ailleurs commencé ce format avec des threads Twitter. Et oui, je vous le rappelle. Et bien écoutez, aujourd'hui, on revient aux sources avec un nouveau thread qui est français. Oui. Et qui est, je trouve, excellent. Bref, c'est parti pour le thread de Elgatera, qu'on va appeler Michael tout au long de l'histoire pour des raisons de clarté. Et à la fin, on ira tous sur des forums obscurs pour en savoir plus sur tout ça parce que ça va nous faire bien bader. Michael explique qu'il a remonté récemment de sa cave une malle pour s'en servir comme élément de déco ou comme support. Comme il dit, tout va bien, me direz-vous. Et je suis déjà pas d'accord avec lui. Ne montez pas une malle qui est dans votre cave depuis un siècle pour faire la déco de votre chambre. C'est pas un bon plan, vraiment. Il explique que récemment, elle s'est mise à faire du bruit. La putain de malle, qui n'est pas une bonne décoration en plus, vraiment. Il dit être formel, il y a du bruit qui vient de l'intérieur de la malle, aussi chelou que cela puisse paraître. Ce serait trop simple qu'il puisse l'ouvrir tout de suite, Michael précise qu'elle est verrouillée par un cadenas, dont à sa connaissance personne n'a la clé. Nickel, du bruit qui vient d'une malle qui était dans sa cave depuis un siècle et personne n'a de clé. Génial! Il va ensuite décrire un peu la malle en expliquant qu'elle fait environ 1,20 m de long, qu'elle est très ancienne et qu'elle date probablement d'avant-guerre. On est donc sur un vieil objet, vraiment. Quelques minutes plus tard, Michael est surpris par un nouveau bruit qui vient de
l'intérieur de la malle. Il décrit un peu le bruit et c'est apparemment une sorte de mélange entre un coup, un craquement et un bruit d'ongles qui gratte. Aucun de ces trois bruits n'est rassurant. Aucun. Bref, la nuit passe, Michael réussit à dormir en précisant qu'il a réussi à s'endormir à partir du moment où les bruits ont stoppé. Voilà l'intro et maintenant on va suivre l'histoire sur plusieurs jours parce que Michael a fait des tweets quasiment tous les jours à propos de cette histoire-là qui a vite dégénéré. Le lendemain, Michael dit avoir passé une très bonne nuit et il revient sur ce qu'il a dit la veille en expliquant que c'est pas un cadenas qui ferme la malle mais que c'est une serrure directement incorporée dans la malle. Michael, on s'en bat les couilles, tu te sois trompé, l'erreur est humaine, parle-nous de la malle, c'est quoi cette malle bordel? On a le droit à une photo et la malle ressemble à ça. Rien d'étonnant, c'est vraiment une malle classique, il y a deux petits trous de serrure, une qui est verrouillée, l'autre qui semble avoir été forcée d'après les dires de Michael. Et il soulève un point intéressant, pourquoi il y a qu'une serrure qui a été forcée et pas l'autre? Pourquoi la personne s'est arrêtée en si bon chemin? Les gens vont répondre à Michael en lui disant écoute, enregistre le bruit que t'entends qui vient de la malle pour qu'on puisse essayer de trouver ensemble, pour qu'on puisse t'aider à trouver une explication rationnelle par rapport à ce bruit, à trouver ce que c'est et que t'arrêtes de te chier dessus. Notre ami a donc une bonne idée, c'est de mettre son téléphone en mode dictaphone et de le poser à côté de la malle toute la nuit pour le lendemain dérush un truc de je sais pas combien d'heures et essayer d'y trouver le fameux bruit qu'il a entendu à multiples reprises et qui vient de l'intérieur de la malle. Et Michael se réveille tranquillement à 11h30 le bâtard, il nous fait attendre. Il explique qu'il avait une soirée la veille etc, mais ça a marché, il a 3 heures d'enregistrement. Je sais, vous êtes déçus, moi aussi, l'enregistrement s'est arrêté au bout de 3 heures. Mais il a quand même réussi à choper 2-3 moments où il y a eu des craquements et des coups qu'on peut entendre en mettant le son très fort. Écoutons ça. Ah, c'est le craquement moi qui me dérange là. Ça se trouve dans la malle il y a juste un doigt comme ça coupé qui fait ça. C'est horrible. Bon, Michael on t'aime, on passe un bon moment tous ensemble. Mais maintenant tu prends ce qu'on appelle un marteau, un pied de biche et tu frappes sur ta malle pour l'ouvrir. S'il te plaît. Merci. Fallait le faire 24 heures plus tôt mais c'est pas grave, c'est bien. Ouverture de la malle et ce qu'il y a dedans c'est des papiers. Vous êtes déçus? Moi aussi. Quelques heures plus tard, Michael revient avec pas mal d'infos, c'est les heures qu'il lui fallait pour décortiquer tout le contenu de la malle. Dans la malle, il y avait apparemment des vieux papiers, des notes, des cartes, des dessins, apparemment pas mal effacés à cause du temps qui est passé, et aussi 3 objets. Michael ouvre le premier, prend des photos et les partage avec nous, et on peut voir que c'est un livre avec un trou dans la couverture, une vitre, et de l'autre côté de la vitre se trouve une sorte d'objet rougeâtre qu'on peut vaguement apercevoir, mais c'est pas très net. Dans le deuxième, il trouve une vieille montre et un bol avec une bougie au milieu. Et dans le troisième, le truc le plus chelou, une boîte recouverte de plomb. Alors, bien évidemment, tout le monde lui demande d'ouvrir cette fameuse boîte pour qu'on voit ce qu'il y a dedans. Et c'est ce que Michael va faire, et ce qu'il y a dedans, c'est incompréhensible. Il y a un petit flacon posé dans du sel, dans lequel se trouve un petit objet suspendu à l'aide de ce qui a l'air d'être un cheveu, et le tout est scellé par une sorte de feuille de métal qui fait le tour. Bref, c'est l'objet le plus énigmatique de tout ce qu'on a pour le moment. Et sous le sel qu'il y avait dans la boîte, se trouve une photo de poisson. Mec, ça fait combien d'interrogations d'un coup là? 8. Elle vient d'où cette malle qu'il y avait dans ta cave? C'est quoi l'histoire de cette malle? Qu'est-ce qu'elle fout là? Demande à tes parents, à quelqu'un. Et c'est ce que va faire Michael, il va appeler son père. Et ce dernier va lui raconter que la malle appartenait à son arrière-grand-père. Ce qui est plutôt crédible puisque c'est vrai que souvent dans les caves ou dans son grenier, on a des objets qui peuvent dater parfois de 1 ou 2 générations. Il y a des trucs comme ça de famille qui se transmettent de génération en génération. Mais moi il y en a dans ma famille. Sauf que c'est pas des objets maudits comme celui-là a l'air de l'être. Et apparemment, l'arrière-grand-père de Michael était dans l'armée et il a donc beaucoup voyagé. Ce qui, selon lui, expliquerait la présence de cartes, de notes, de tout un tas de trucs dans cette malle. On a donc 3 éléments et on sait pas ce que c'est. Et là, du coup, les tweetos vont se lancer dans une grosse recherche pour apporter des infos à Michael pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que tous ces trucs. Tout d'abord, il y a quelqu'un qui a reconnu la page du bouquin qu'on voit et ce serait celle d'un vieux bouquin de 1886 qui s'appelle Le Monde avant la création de l'homme, écrit par Camille Flammarion. Et ce serait apparemment un gros bouquin qui compile 900 gravures. Mais à côté de ça, plein de gens vont dire à Michael qu'une boîte de plomb, c'est pas anodin et c'est souvent utilisé en sorcellerie pour confiner une entité. Yes! Le mec a une relique des frères Warren chez lui. Et il a ouvert le con. Il explique que lui, ça correspond pas à ses croyances personnelles. Il croit pas trop à tout ce délire de sorcellerie, de tout ça. Mais il admet quand même que la présence de sel le met sur la piste d'une sorte de sortilège. On en sait donc plus sur 2 colis, celui dans lequel il y avait le livre, celui dans lequel il y avait la boîte en plomb. Mais celui dans lequel il y avait la montre et le bol avec une bougie dedans, on comprend toujours pas. À partir de là, on n'a plus de news de Michael jusqu'en début de soirée, où il explique qu'il lui est arrivé un truc très badant. Il explique être parti faire ses courses et que sur le chemin du retour, quelqu'un l'a suivi.
Ok, est-ce que t'es parano parce que t'as ouvert un truc maudit? Peut-être. Est-ce que c'est l'esprit que tu viens de libérer en ouvrant cette putain de malle qui est en train de te hanter? Peut-être. Oh, je suis heureux de pas avoir de mal dans ma cave là. Qu'est-ce qu'on est bien. Arrivé devant son immeuble, Michael s'est retourné pour regarder le gars qui soupçonne de l'avoir suivi. Et le mec a apparemment immédiatement détourné le regard et il a fait genre d'être sur son téléphone. Voilà, comme n'importe quel mec qui panique quand il se fait prendre en flag. Du coup, notre ami va mettre un petit warning sur Twitter en mode bon, on a tous des théories, on essaie tous de trouver des explications rationnelles à ce qui se passe, mais par contre, je veux pas que ça atteigne ma vie privée, donc faites pas des blagues de ce genre, c'est pas drôle. Si quelqu'un a trouvé mon adresse, bah c'est juste pas marrant. Bref, il met un gros stop aux potentiels gens qui seraient allés trop loin dans le délire. Mais ça, c'était avant de recevoir un message sur Twitter un peu creepy. Et oui, le lendemain, Michael reçoit un message privé sur Twitter d'un compte qui s'appelle Est etiam nuper ad tergum, ce qui ressemble clairement à du latin. Et le latin, c'est comme la bougie et l'horloge bloquée, ça fait partie des éléments où c'est non, on ne veut pas ça. Ce compte lui a envoyé une vidéo et le message 333 à 3h33 dans la nuit. Alors, la vidéo est dégueulasse, mais on comprend ce qui se passe. Quelqu'un a filmé Michael à travers sa fenêtre. Michael envoie une frontale à ce mec en lui disant « Alors je sais pas si tu m'entends ça le merde, mais si tu recommences, j'appelle les flics. » Michael soupçonne l'hypothèse d'un pote qui lui fait une blague. Vu que le thread a pris un peu d'ampleur et qu'il a fait 1700 retweets, c'est possible. Ah, on a tous des potes un peu qui vont loin dans la blague, hein, des gros déconneurs. Sauf que, il trouve que la blague est pas drôle. Et la phrase en latin veut dire « Il est trop tard pour reculer. » Moi, je suis Michael, je remets tout dans la malle, comme ça, je la mets dans du feu et je change de pays. Parallèlement, quelqu'un va lui expliquer que 3h33, on appelle ça l'heure du prince et ça fait référence à Satan. Alors, cette personne précise qu'elle a aucune idée de si c'est un rapport, si c'est fait exprès ou pas. Mais voilà, elle lâche l'info comme ça. Elle met Michael en PLS et puis elle s'en va comme ça. Apparemment, à cette heure-là de la nuit, l'écart entre le monde des vivants et celui des esprits devient beaucoup plus ténu, ce qui peut permettre d'entrouvrir la porte à certains esprits malveillants comme les démons ou les fantômes. C'est l'opposé de 3h de l'après-midi, l'heure des miracles, qui est traditionnellement considérée comme l'heure de la mort du Christ sur sa croix. Ok. Une autre personne qui déclare être sataniste va demander à Michael si le bol et la bougie dégagent une odeur qui lui semblerait familière. Et effectivement, d'après notre ami, le bol dégage une odeur de soufre. Ce qui veut dire, selon notre utilisateur sataniste, qu'il y a peut-être eu une invocation étant donné que le soufre est lié dans cette culture-là à une invocation. Moi, je connais rien à tout ce délire, ça me fait bader et je veux pas connaître. Je n'ai pas envie de connaître. Que ce soit vrai ou faux, je n'ai pas envie de savoir. Ça me fait peur dans les deux cas, c'est horrible. Et il va pas s'arrêter là, le gars il va lui expliquer que en gros, quand un sorcier conclut un pacte avec le diable, il reçoit une puissance extraordinaire et en échange de ce pouvoir, il doit renier le baptême et livrer son âme au démon pour l'éternité. Vous savez, les fameux pactes avec le diable qu'il y a eu dans je sais pas combien de films. Et une fois ce marché conclu, Satan serait lié à son tour et serait forcé d'obéir pour un temps déterminé. Et pendant ce temps, il se laisserait par exemple enfermer dans des objets comme des mâles. Ah oui. Bref, vous l'avez compris, tout le monde parle de sorcellerie à Michael. Il y a tous les indices d'un délire de sorcier, le sel, l'odeur de souffle, la bougie, la montre arrêtée, tout. Mais malgré tout, la nuit passe et elle se passe plutôt bien puisqu'il n'y a aucun bruit qui vient de la malle. Les choses semblent s'être calmées. Jusqu'au lendemain, peu après minuit, où Michael entend quelqu'un toquer à de multiples reprises à sa fenêtre. Il décide de sortir et de filmer pour avoir une preuve à montrer à la police, puisque souvenez-vous, il avait dit qu'il appellerait la police si quelque chose se repasse dans la vraie vie. Et c'est le cas cette fois-ci. Et je vous laisse regarder cette vidéo. Un mec capuché qui semblait fuir et qui, en voyant Michael le poursuivre, a décidé de ne plus fuir, de faire l'inverse, de défuir et de rusher vers Michael. Rassurez-vous, il va bien, il a réussi à rentrer chez lui avant de se faire choper et il a fermé à double tour sa porte d'entrée. Et cette fois c'est bon, il décide d'aller voir les flics le lendemain. Pourquoi le lendemain? Parce qu'il veut pas y aller à des heures où il y a personne dehors. Il veut y aller quand il y a du monde, ça le rassure, il est un peu en PLS, il devient un peu parano. Mauvaise nouvelle, Michael est allé voir les flics et ils lui ont juste dit ok, on peut rien faire pour toi. Effectivement, avoir une vidéo d'un mec qui court vers toi et qui est capuché, bah les flics ils peuvent rien faire. Ils vont te dire ah merde, bah si ça se reproduit et que t'as plus d'infos, viens nous voir. Mais là ça suffit pas. Et l'après-midi, il prend la meilleure décision. Il va voir un prêtre. Ah, il était temps. Sauf qu'une heure plus tard, il est deg et il traite le prêtre d'incompétent parce qu'il lui aurait juste dit viens prier ce soir, Dieu te protégera. Moi je suis agnostique donc je ne connais rien du tout à la religion. Mais en même temps, tu voulais qu'il fasse quoi ce prêtre? Tu veux qu'il vienne changer ta serrure? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à part te dire ça? En vrai. Bref, la nuit passe, une nouvelle journée commence et là c'est un déferlement de mauvaises nouvelles et on approche en plus la fin du thread au moment où je fais la vidéo. Michael explique qu'il arrive plus à dormir, il pense que tout ça a un impact de ouf sur sa santé mentale. Il va même expliquer qu'il s'est surpris à se parler tout seul, ce qu'il ne fait apparemment jamais, et il aurait cherché pendant plusieurs heures la provenance d'une odeur de poisson pourri dans son appart. Le latin. Je suis chiant mais vraiment, le latin, la montre, la bougie, l'odeur de poisson pourri. Run away! Bref, il prend une décision importante cette fois, il va passer quelques jours chez une amie à lui et il a une bonne idée, qui est en réalité une très mauvaise idée, c'est d'emmener les colis ainsi que les cartes qu'il a trouvées dans la malle.
Tu t'es hanté tout seul et en plus tu vas hanter tes amis. Bien joué. Il explique que si ce à quoi il pense est correct, alors il aura besoin des cartes et du reste. Mais à quoi il pense? Eh ben écoutez, je sais pas. Et en plus on va pas avoir de nouvelles pendant 48 heures à partir de là. Mais il va quand même finir par nous en donner et nous expliquer tout d'abord qu'il va mieux, qu'il a profité de sa quiétude pour se reposer, qu'il a pu faire le point sur la situation. Il va aussi en profiter pour remercier tous les gens qui lui ont apporté des informations, qui ont essayé de l'aider, de le tirer de là, et que toutes les discussions qu'il a pu avoir avec les gens qui suivaient l'histoire l'ont beaucoup aidé. Quand il dit tout ça, on sent qu'il a compris le problème, qu'il sait ce qui se passe, mais qu'il peut pas trop en dire sous peine de se mettre en danger. Il va quand même admettre qu'il a fait une erreur, c'est d'ouvrir cette putain de malle, et que selon lui, le truc le plus logique à faire, ce n'est pas de refermer bêtement la malle et de la remettre dans la cave. Il pense que le vrai problème est ailleurs, que c'est quelque chose de beaucoup plus vieux, que c'est quelque chose qui vient de son arrière-grand-père, que lui, 100 ans après, il pourra jamais savoir pourquoi et comment ça est arrivé, mais par contre, grâce aux cartes qu'il a emmenées, il pense savoir où c'est arrivé. Là, on n'a pas une news depuis 6 jours au moment où je fais cette vidéo, et les derniers mots de Michael, c'était: il faut que je répare les erreurs de mon ancêtre, que je remette les colis à leur place. Je peux pas vous en dire plus pour le moment parce que j'ai peur qu'en vous donnant des infos, j'en donne aussi à ceux qui me veulent du mal, et je sais pas qui ils sont, mais j'ai pas du tout envie de tout risquer pour un simple tweet. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant de toute avancée dans mes recherches. C'était il y a 6 jours! Michael! Est-ce que ça va? Est-ce que c'est toi maintenant qui te trouve dans cette malle et qui va gratter la paroi de la malle comme ça pour faire peur à son prochain propriétaire? Putain! Eh bien écoutez les amis, je crois que nous arrivons à la fin de ce thread au moment où je tourne cette vidéo, et je trouve ça très cool qu'on n'ait pas encore la fin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un thread où des histoires autour du diable, de la religion, des sectes, des reliques, de la sorcellerie. J'avais envie de faire ce thread aussi parce que j'ai reçu, après avoir fait pas mal de vidéos sur les trucs d'horreur, etc., beaucoup de mails de gens qui témoignaient des trucs bizarres, et c'était toujours autour de la religion. Des trucs qui se sont passés dans leur enfance, genre des croix qui se sont retournées, des bref, j'ai reçu plein de trucs de ce genre là. Et d'ailleurs, les rares films d'horreur devant lesquels je suis vraiment mal, c'est ceux qui traitent de ça. Ça me fait bader, ça me dépasse, ça me met mal. Je connais rien de tout ça en plus, donc j'ai pas de trucs rationnels pour me rassurer, juste je me chie dessus et je fais ah! J'ai adoré ce thread, j'ai hâte de voir la suite. Je sais pas quand ce sera, mais il y aura probablement. Je vous mettrai le lien du thread du coup dans la description pour que vous puissiez checker la suite en direct. En tout cas, passez une bonne nuit. Si vous avez une malle, eh ben écoutez, mettez-la dans la cave et la remontez jamais, hein, pour cette nuit. Comme ça vous dormez bien. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Ah, attendez. Avant de passer sous ces fameuses lampes rouges, j'aimerais vous parler de ma boule à Z. C'est à cause de vous, c'est bon? C'est entièrement à cause de vous et des dons que vous avez fait aux events. J'ai tenu parole, j'ai tout perdu. Je n'ai même plus de blond. Et je n'ai plus de couverture pour ma calvitie. Faites chier, quoi. Ça gagne du terrain. Bon, trêve de plaisanterie. Il est temps de passer à des histoires que vous adorez. Aujourd'hui, 2 autres histoires trouvées sur Let's Not Meet. Alors, je sais que vous êtes beaucoup à m'envoyer pas mal de liens de threads qui se passent sur Twitter. Le problème, c'est que vous êtes beaucoup à m'envoyer les mêmes threads pour la raison simple et évidente qu'en fait, ils ont déjà énormément tourné. Donc, du coup, j'ai pas fait une vidéo dessus alors qu'ils ont déjà tourné, que vous les avez déjà lus. Même si vous aimez bien quand c'est moi qui raconte et quand vous avez pas à lire, hein, et quand vous avez les petites images d'illustration. Mais voilà, je préfère vous raconter des histoires qui sont un peu scred, qui datent parfois même de plusieurs années, comme l'une de celles que je vais raconter aujourd'hui. Mais au moins, vous découvrez une histoire, vous êtes dedans, et vous écoutez pas juste un mec raconter une histoire que vous avez déjà lue. Voilà, c'est un peu chiant ça quand même, on est d'accord. Alors aujourd'hui on est sur 2 histoires et pas 3, mais c'est 2 histoires plutôt longues qui utilisent la même mécanique. J'espère que vous allez pas passer la soirée seule, j'espère que vous avez des voisins autour de chez vous, j'espère que vous regardez pas ça en étant dans votre maison de campagne. Auquel cas, ça va être compliqué pour vous aujourd'hui. Bref, commençons pour la première histoire assez badante, celle de Billy. Billy a emménagé il y a pas très longtemps dans un quartier en construction en Australie. Quartier en construction, ça veut dire qu'il y a des maisons qui ont fini d'être construites, mais d'autres qui sont encore en construction. Et parfois, vous savez, les chantiers sont en pause, etc. Donc bref, il y a des quartiers dans lesquels pendant plusieurs années, il y a très peu de maisons en fait par rapport à la taille du quartier. Billy a eu le temps de se balader pendant des semaines dans son quartier avec son chien. Il a un chien qui a son importance dans cette histoire comme à chaque fois. À part sa maison à lui, il y a une seule vraie maison qui a l'air d'être en fin de construction. Et d'après ce qu'il a pu comprendre, Billy, personne n'y habite. Donc il est vraiment tout seul. Petit détail, à quelques centaines de mètres de la maison de Billy se trouvent des champs avec une grande colline. Et les champs et cette colline appartiennent à l'État. Voilà, donc personne n'est autorisé à construire ici et le terrain est même délimité par de grandes barrières qui font tout le tour. En gros, personne n'a le droit d'aller là. Bref, le contexte est posé, maintenant passons aux choses bizarres qui commencent 2 mois après que Billy ait emménagé. Il se réveille un matin sous le son d'un violon. Il n'y a pas spécialement prêté attention au début parce qu'il s'est dit tout simplement que ça y est, il avait enfin des voisins et que, souvenez-vous, la maison en construction en face de chez lui avait peut-être enfin reçu ses habitants. Donc Billy, quasiment sûr de lui, check si c'est le cas. Et en poussant le rideau, qu'est-ce qu'il voit? Personne dans la maison d'en face. Ça ne venait pas du tout de là où il y avait de grandes chances qu'il y ait des gens. Sauf que je vous le rappelle, tout le reste c'est des terrains avec que dalle dessus, donc il est comme un combi. À partir de là, tous les 2 jours, il se passe la même chose. C'est-à-dire que Billy se réveille à cause du bruit d'un violon. Et au bout de 45-50 secondes, le son de violon disparaît et Billy se rendort. Bon, déjà, je sais pas comment il a fait pour pas être stressé par ça. Genre vraiment, tu te réveilles à cause du bruit d'un violon. Ça arrive une fois. La deuxième fois, tu te lèves avec une hache dans les mains et tu hurles la chose suivante: qui joue du violon? Bon, rassurez-vous, malgré tout, au bout de plusieurs jours, un matin, Billy se réveille une énième fois sous le bruit du violon et il se dit: bon, vas-y, peut-être je vais check quand même par la fenêtre, voir si je vois quelque chose. Et il voit, en haut de la fameuse colline dont je vous ai parlé, entourée par des champs, une silhouette de quelqu'un.
avec un violon. On est le matin, très tôt, le soleil est en train de se lever, donc il n'y a pas une grosse luminosité ambiante. Mais Billy distingue cette silhouette et surtout, il arrive à distinguer un détail important. La silhouette fait comme une sorte de valse, c'est-à-dire qu'elle tourne lentement en cercle tout en jouant du violon. Chacun ses activités et ses passe-temps, moi je vais pas critiquer ça. Billy va ensuite quitter la personne des yeux pour ramasser son petit journal du matin. On parle donc de 10 secondes, mais pendant qu'il regarde plus la personne, le bruit de violon s'arrête. D'accord? En toute logique, notre ami relève la tête pour re-regarder la silhouette qu'il a vue au loin. Et effectivement, la silhouette ne joue plus du violon, ne danse plus et est parfaitement immobile en regardant dans la direction de Billy. Les deux restent comme ça pendant, d'après les propos de Billy, 30 secondes. Et puis, il décide de rentrer dans sa maison et d'arrêter ce petit jeu de regard parce que c'est quand même un peu creepy. Mais bon, jusque-là, rien de grave, rien de bizarre. Comme je dis, chacun a ses kiffs. S'il y a des mecs qui veulent jouer du violon en dansant au milieu de la nature, bon bah, ainsi soit-il. Tant qu'ils ne réveillent pas à 7h du matin, bordel. Sauf que, après ce matin-là, il y a des trucs plus creepy que ça qui commencent à arriver autour de la maison de Billy. Il remarque qu'il y a des empreintes de pas sur les propriétés environnantes, mais c'est pas ces empreintes de pas à lui et il les a jamais vues avant. Bon, ça reste juste des empreintes de pas. Tout le monde ici, tout comme Billy, suppose que ça venait probablement de gens qui venaient d'un autre quartier d'habitation, un peu plus loin que celui de Billy, pour X raisons. Mais au truc un peu bizarre, il a aussi entendu des bruits de pas autour de chez lui, comme si quelqu'un se baladait dans sa rue. Alors qu'il y a rien dans sa rue, je le rappelle, tout est en construction. Au travail, il a aussi reçu des appels où quand il décrochait, la personne qui a appelé raccrochait immédiatement. Enfin bref, c'est plein de petits éléments comme ça mis bout à bout qui sont un peu chelous. Mais Billy il se dit, ça reste des empreintes de pas, il y a des chantiers un peu par ici. Bon voilà, il trouve en tout cas une explication rationnelle à tout ce qu'il voit. Et c'est le réflexe humain, le réflexe que t'as raison d'avoir dans le 99% des cas. Mais quand t'es dans le 1% des cas comme Billy, il fallait rester en alerte et rester vigilant. Dans sa maison, Billy il a un bureau dans lequel il passe pas mal de temps puisqu'apparemment c'est un gros gamer, il passe beaucoup de temps sur les jeux vidéo. Bref, ce soir-là, il est en train de jouer et il décide d'aller prendre à boire dans son frigo, situation classique. Et en revenant vers son bureau, il voit par la fenêtre de toutes petites lumières. Il comprend pas ce que c'est, donc il se rapproche de la vitre. Il colle quasiment son nez contre la vitre pour fixer ces deux petites lumières sans comprendre ce que c'est. Lorsqu'il réalise que c'est pas des lumières, il y a des yeux qui sont là à 1 mètre de Billy en train de le fixer à travers sa fenêtre. Et notre ami a tellement eu peur, et c'est la première fois que ça arrive dans un thread je crois que je raconte en vidéo, que ses muscles l'ont lâché en fait. Il est tombé par terre après avoir réalisé qu'il y avait un visage, quelqu'un qui l'observait là de l'autre côté de sa vitre. Tu m'as fait peur là-dessus. Et devinez quoi, une fois à terre, Billy entend quelqu'un qui commence à jouer du violon. C'est le fameux putain de joueur de violon qui est là à 1 mètre de lui, qu'il a observé et qui s'est mis à jouer du violon après l'avoir vu se chier dessus. Pendant que le mec se met à jouer de plus en plus vite, le morceau est de plus en plus fort, il y a le chien de Billy, souvenez-vous, qui comprend qu'il y a un truc pas normal qui se passe et qui se met à aboyer. Le bruit de violon s'arrête aussitôt et Billy voit à travers sa fenêtre la silhouette se déplacer en direction de sa cour, en direction de là où il y a son chien. Billy reprend le contrôle de son corps parce qu'il a peur pour son chien. Il est inquiet, il a pas envie qu'il arrive un truc à son chien. Billy il sort donc de sa maison pour aller aux côtés de son chien et il essaie de le faire rentrer dans la maison mais le chien ne bouge pas. Et croyez-moi, quand un chien qui a la corpulence d'un labrador ne veut pas bouger, bah tu ne peux pas le bouger. C'est simple, il reste là. Cette scène elle dure plusieurs dizaines de secondes. D'un côté la silhouette dans l'obscurité quelque part devant eux. De l'autre côté Billy derrière son chien avec ce dernier qui arrête pas d'aboyer. Il finit alors par entendre la silhouette s'éloigner. Des bruits de pas qui partent comme ça au loin. Mais des bruits de pas en rythme comme quand tu marches, des bruits de pas qui ont plutôt le rythme d'une sorte de danse, d'une sorte de valse. Exactement comme il l'avait vu faire en haut de la colline. Son chien a alors arrêté d'aboyer et ils sont rentrés dans la maison. Et à partir de ce jour, Billy n'a plus jamais entendu parler de cette silhouette, n'a plus jamais entendu un bruit de violon, n'a plus jamais eu quoi que ce soit de bizarre qui lui arrivait. Dans les 2 années qu'ont suivi ces incidents, il y a des gens qui ont commencé à emménager enfin dans le quartier de Billy. Il explique qu'il a raconté ce qui lui était arrivé à tout le quartier et que personne n'a jamais entendu un bruit de violon, on n'a jamais vu quelqu'un de suspect dans le quartier. Donc voilà, ça reste une histoire que lui seul a vécu et aura vécu. Et vous, entendez-vous régulièrement un bruit de violon? Vous devriez peut-être vous inquiéter. Bon, j'espère que cette histoire vous a plu. La deuxième est tout aussi badante et en fait c'est un peu la même mécanique et j'ai été un peu sensible à ces mécaniques là la personne est la seule à vivre le truc relou et horrible et effrayant et du coup les gens à qui elle en parle, si elle ose en parler, peuvent douter de ce qu'elle dit en fait puisqu'elle est la seule à l'avoir vécu. Bref, la deuxième histoire c'est celle de Sabrina. Sabrina elle est vendeuse dans un magasin de vêtements de grande renommée. Elle explique qu'elle a pas le droit de par son contrat de dire le nom et elle y travaille dans la partie stock livraison. En gros c'est l'arrière-boutique, c'est là où tu reçois les vêtements avant de les mettre en rayon, donc tu les reçois dans des colis et puis tu comptes le stock, tu comptes le nombre de produits, etc. On est quelques semaines avant Noël et Sabrina demande à ses supérieurs si elle peut faire quelques heures sup pour avoir plus d'argent pour offrir de plus beaux cadeaux de Noël à ses proches. N'est-ce pas une personne fantastique? Sabrina étant en temps partiel, son responsable lui propose plutôt que de la faire venir à des jours où elle ne travaille pas habituellement, et ben tout simplement de la faire travailler plus longtemps les jours où elle vient travailler. C'est-à-dire qu'au lieu de finir à midi, elle finira à 19h. Son responsable lui explique même que comme elle a 3 ans d'ancienneté, il lui fait confiance et il est sûr qu'elle assurera la bonne fermeture du magasin le soir. C'est maintenant que l'histoire
l'histoire commence. Il est 20h, tous ses collègues ont terminé le travail, ils partent tous de la boutique et du coup Sabrina ferme derrière eux le devant de la boutique pour que plus personne du grand public ne puisse rentrer faire des achats. La musique du magasin est éteinte, la plupart des lumières aussi, et Sabrina elle est dans la réserve au deuxième étage et elle est en train de mettre des cintres en place pour le lendemain réceptionner des colis et mettre les fringues directement sur les cintres parce que comme c'est l'approche de Noël, et ben ils reçoivent beaucoup de stock dans cette période là les magasins, donc elle prépare tout ça. C'est quelqu'un qui travaille bien. Pendant qu'elle met les cintres, elle lève la tête puis elle voit qu'il y a une peluche qui est posée entre deux bouts de bois devant elle. Bon pour le moment on s'en bat les couilles de ce détail, mais il va servir plus tard à quelque chose. Elle a branché son iPod à une paire d'enceintes qui est dans la réserve parce que bah vous connaissez hein, c'est toujours plus cool de taffer en musique. Mais malgré la musique, elle entend un bruit. Bon, ça peut être mille choses, sauf que ce bruit c'est les stores mécaniques de la zone de chargement qui sont en train de s'ouvrir. Elle panique pas pour le moment et elle descend les escaliers pour avoir un visuel sur la zone de chargement inférieure. Sachant que ces putains de stores mécaniques, le seul moyen de les ouvrir c'est un bouton qui se trouve à l'intérieur. On peut pas les ouvrir de l'extérieur. Et sur le chemin, petite précision, il y a plein de lumières à détecteur de mouvement. Quand tu passes devant le détecteur de mouvement, t'entends une sorte de clic qui vient de la lumière avant qu'elle s'allume. Elle arrive enfin dans la zone de chargement inférieure et il y a personne. Le store métallique est complètement fermé et il y a juste Sabrina, seule, qui se dit... Ok, tout va bien. Sauf que, avant d'aller voir ce qui se passait à la zone inférieure, elle avait coupé la musique de son iPod. Et là, elle réalise que la musique est relâche, sans qu'elle ait jamais touché de nouveau à son iPod. Des bugs, ça arrive, et vous admettrez que la situation est un peu badante. Bref, Sabrina reprend l'escalier, elle remonte au deuxième étage du coup pour continuer son travail. Et là, le coup de grâce, elle lève la tête et elle voit que la fameuse peluche a disparu. À partir de ce moment, elle a plus de doute, elle sait qu'il y a quelqu'un qui est là. Elle ne sait pas qui, elle ne connaît pas ses intentions, mais elle sait qu'elle est pas seule. Sabrina part alors en courant et se réfugie dans les toilettes pour femmes, non loin de là, et plus particulièrement dans l'une des 4 cabines que contiennent les toilettes pour femmes. À partir de là, Sabrina considère qu'il n'y a plus de danger imminent, qu'elle est seule dans cette pièce, et elle se met alors à réfléchir pour trouver une solution en fait à ce qui lui arrive. Elle essuie son front avec son avant-bras gauche et en tournant la tête, elle a vu un visage par terre revenir en direction de la cabine qui est à côté de la sienne. La personne qui est dans le magasin est rentrée dans les toilettes pour femmes et cette personne vient de checker dans la cabine à côté de la sienne et a donc vu où était Sabrina. Le visage qu'elle a vu correspond à celui d'une personne apparemment vieille, au teint gris et avec beaucoup de rides, qui aurait les dents noires et les lèvres légèrement abîmées puisqu'elle saignait, comme si la personne s'était auto-mutilée. Sachant que l'intrus se trouve dans la cabine à côté de la sienne, elle lui hurle d'aller se faire foutre tout en mettant des gros chassés dans la porte de sa cabine, puis elle prend une grande respiration et elle décide de sortir de la cabine et de tracer de l'autre côté du magasin. Heureusement pour elle, rien ni personne ne s'est interposé dans sa charge vers la sortie du magasin. Elle sort alors la clé du magasin, elle déverrouille la porte et elle explique que c'était pas une tâche facile vu qu'elle était dans un état de panique total et que ses mains tremblaient beaucoup. Et une fois sortie du magasin, elle se dirige vers la clé qui permet, vous savez, de faire descendre le rideau métallique du magasin. Le suspense dure un peu et Sabrina décide de regarder par-dessous le rideau métallique au moment où il arrive très proche du sol et elle revoit une nouvelle fois cette personne debout au milieu du magasin avec cette fois la peluche dans la main. Sabrina se barre en courant dans la rue et une fois sur la rue principale, elle prend son portable, pas son iPod qui était toujours dans le magasin mais son portable et elle appelle la police pour leur dire qu'elle pense que quelqu'un est entré par effraction dans son magasin et qui s'y trouve encore. Et malheureusement, il ne trouve personne. Et le lendemain matin, Sabrina retourne au taf, il y a la police, il y a son responsable de magasin, mais il n'y a pas de news de cet intrus. Voilà, on n'a pas de news, on sait pas qui c'était, pourquoi il était là. Sabrina va donc dans le stock pour récupérer son iPod qu'elle avait pas pris en partant du magasin la veille et elle voit que la fameuse peluche est de retour entre les deux morceaux de bois du stock. Et depuis ce jour, comme pour notre amie Billy, elle a plus jamais eu aucune news de cette personne. C'était un one shot, c'est tombé sur elle, elle a eu 0 chat. Elle s'en est jamais vraiment complètement remis, elle reste un peu effrayée maintenant le soir quand elle se retrouve seule dans le magasin ou quoi. Et surtout elle se pose la fameuse question, putain mais c'était qui et qu'est-ce qu'il voulait en fait? Est-ce qu'il venait pour voler des vêtements? Est-ce qu'il venait juste pour trouver un endroit où passer la nuit? Qui était cette personne en fait? Voilà, c'était nos 2 histoires du jour, j'espère qu'elles vous ont plu, elles étaient très longues mais très sympas. Je pense que je vais me diriger plutôt maintenant vers des histoires un peu plus longues, un peu plus complètes que des histoires très courtes parce que bah j'ai besoin de ça pour être dedans moi et pour que ça me fasse quelque chose, sinon c'est pas assez contextualisé donc j'arrive pas trop à me mettre à la place de la personne et donc j'ai pas trop peur. Bref, je ne serai jamais vendeur dans un magasin, en tout cas je ferai pas les fermetures. Si YouTube se termine, je ferai pas les fermetures. Et si vous emménagez quelque part, faites en sorte que tout soit bien construit et qu'il y ait des voisins dans le quartier, hein, c'est plus agréable. Je suis chaud pour que l'espace commentaire de cette vidéo, de ce thread là, ce soit des gens qui racontent un peu leurs expériences du genre. Genre si vous étiez seul à la maison et qu'il s'est passé quelque chose, ou alors seul sur votre lieu de travail et qu'il s'est passé quelque chose. Je trouve ça assez intéressant, moi je suis très sensible à cette mécanique. Elle me fait vraiment du mal. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.